Faut-il aller jusqu'au bout de cette grève? Oui, selon les membres du collectif guyanais. Ils ont décidé de poursuivre leur action. L'aéroport de Cayenne est fermé, tous les vols ont été annulés. Dans la population, certains s'inquiètent d'une pénurie alimentaire. Et l'événement politique de ce jeudi, c'est la rencontre entre Ilido Mota et Harry Chalus. Les deux hommes se sont entretenus sur l'insertion dans les marchés publics d'une clause favorisant l'emploi des jeunes Guadeloupéens. Ils ont prévu de se revoir pour parler d'autres sujets importants. Des améliorations dans la distribution de l'eau sont en perspective à Baïf. La présidente Josette Borel-Lincertin était en visite de terrain dans la commune. Une tournée pour vérifier l'avancée des chantiers des unités de production qui devrait permettre d'améliorer la situation des usagers. Et place à la musique classique et aux harmonies caribéennes ce soir. La 6e édition du festival Musicienne en Guadeloupe a débuté. L'un des artistes vedettes, Atahualpa Ferli, guitariste renommé, sera notre invité. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. Faut-il aller jusqu'au bout de cette grève? Oui, selon le collectif, pour que la Guyane décolle. C'est la décision qui a été arrêtée cet après-midi par les différents acteurs des groupes impliqués dans la grève générale. Ils se sont retrouvés pour dresser un bilan de l'action. Jonathan Lariot était sur place. On écoute les précisions recueillies. Monsieur Suarez, aujourd'hui, pour nous, a agressé physiquement notre secrétaire général et les salariés de l'entreprise qui sont en grève ne souhaitent plus discuter avec lui. Simplement cela aujourd'hui. Donc si la direction propose un autre schéma, une autre configuration pour les négociations, c'est clair que nous irons à table de négociation, échanger et trouver une solution pour qu'on puisse redémarrer l'entreprise. Je vous dis franchement, il n'y a pas de point qu'on dira bloquant aujourd'hui. Sauf que tant que M. Suarez, qui est directeur actuellement de l'entreprise, sera là, c'est vrai qu'on aura du mal à boucler ce cahier de revendications et trouver un protocole de fin de conflit. Le Premier ministre a annoncé mercredi 28 mars l'abandon du projet de cession du CMCK et le maintien du CMCK dans le service public. Voilà. Les modalités, donc la question de la forme de cet établissement sera étudiée dans le cadre du comité de mise en œuvre. Voilà. Donc en fait, on veut savoir, on veut avoir des explications par rapport à tout ça, parce qu'on est parti d'une situation où on voulait nous céder, maintenant on sait qu'il n'y aura plus de cession. Donc l'avenir de cet établissement, on s'interroge par rapport à ça. On a une demande précise. On veut que cet établissement devienne public avec une certaine autonomie. Et nous l'avions évoqué hier, les denrées se font rares en Guyane. Tout comme la Guadeloupe, le département dépend largement des importations à plus de 90%. Du coup, les rayons des supermarchés se vident et ne sont toujours pas réapprovisionnés. Reportage Frédéric Mazy, Joanne Manus et Stéphanie Puglisi. Vide, le rayon viande de ce magasin n'a plus aucun produit à proposer. Plus de stock et plus de réapprovisionnement. Au niveau des produits laitiers, même constat, Agnès ne trouve plus ses yaourts nature. Au début, je me suis précipitée au supermarché, j'ai stocké plein de pâtes, plein de riz, plein de conserves au cas où ça durerait et que ça serait fermé. Et puis j'avais essayé de prendre un peu quelques fruits, mais ce stock-là, ça s'est vite épuisé. Et pourtant, au port, la marchandise s'entasse. Que ce soit en import, c'est compliqué d'avoir les conteneurs. Et tout ce qui concerne aussi les fournisseurs locaux, ils ont une certaine difficulté à se déplacer. Donc ils font tant mieux que mal pour nous livrer, mais c'est compliqué pour tout le monde. 6 navires ont été déroutés en 3 semaines, des changements de navigation qui auront des répercussions, et c'est le client qui risque de payer l'addition. Donc à chaque fois qu'ils acheminent un bateau, c'est forcément des frais supplémentaires pour tout un chacun. On va l'installer là-bas, comme ça ne va pas bloquer à l'entrée. Pour ce gérant de supérette, c'est la délivrance. Il attend cette livraison depuis des jours. La farine, il n'y a plus rien du tout sur la Guyane. Au niveau des produits laitiers, ça devient difficile. Charcuterie, crèmerie, tout ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment les dernières livraisons que j'ai. Il n'y aura plus rien, donc je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. La demande reste forte, mais l'offre est faible. Les étalages seront dévalisés dans les prochains jours. Chacun s'organise comme il le peut. Bon, on craint toujours, on fait du stock en stock, mais bon. C'est vrai que j'en fais plus, un petit peu plus, ça c'est sûr.
Et changer, non, toujours ce que j'ai l'habitude, mais c'est vrai qu'on en fait plus au cas où s'il y a une pénurie. Juste pour 2 ou 3 jours. Et ensuite, je recommence, ainsi de suite. Non, pas de stock. La Guyane importe 90% de ses produits. Sans une réouverture du port imminente, il faudra se tourner vers une alimentation plus locale. Et la meilleure façon de soutenir les Guyanais, c'est de faire respecter les accords signés par le LKP en 2009. Voici la priorité décidée par les organisations syndicales locales à l'issue de leur meeting qui a eu lieu hier soir devant le palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre. Près de 300 personnes avaient fait le déplacement. Les 10 syndicats ont indiqué qu'un autre rassemblement aura lieu, cette fois dans le but de peaufiner leur plateforme de revendication. Et au rang des priorités syndicales figure aussi l'emploi des jeunes. C'était l'objet d'une rencontre entre le président de région, Harry Chalus, et le secrétaire général de l'UGTG, Elido Mota. Une réunion à huis clos qui a eu lieu ce matin à l'hôtel de région. Le compte-rendu est signé Isabelle Hameau. La construction du nouveau CHU, un des dossiers qui aura réuni aujourd'hui le président du conseil régional et les membres de l'UGTG. Des syndicats qui souhaitent l'existence d'une clause sociale pour permettre l'insertion des jeunes Guadeloupéens lors de la construction du bâtiment de santé, de gros chantiers généralement réalisés au profit de travailleurs étrangers. Et j'ai proposé aux syndicats de pouvoir en parler dans la prochaine commission territoriale de l'action publique de manière à les inviter à expliquer ça, car c'est pas normal que nous ayons, même si nous savons qu'un dumping social, c'est pas normal que nos jeunes Guadeloupéens restent sur le carreau pendant que d'autres travaillent. Nous allons lancer plusieurs appels d'offres où nous insérons ces clauses sociales dans tous nos marchés, que ce soit pour la formation, pour les jeunes éloignés de l'emploi et bien d'autres aussi, accompagnement aussi des associations. Et nous avons aussi fait le tour des problèmes de capestère qui devraient être réglés. Donc j'ai promis quand même aux syndicats de rencontrer le président du conseil de surveillance de l'hôpital, le directeur de l'ARS et les directeurs des hôpitaux de manière à trouver une solution pour que nous puissions avancer. Les clauses sociales dans les marchés publics, un dossier sur lequel se sont penchés les syndicats depuis plusieurs mois avant de transmettre leurs doléances aux différents présidents des collectivités. Objectif, que celles-ci soient respectées. Nous demandons, c'est que ces clauses-là, comme le prévoit le Code des marchés publics, permettent d'obliger les entreprises qui sont missionnées à réserver formation et emploi pour les gens ici. Et c'est ça nous voulons. Parce qu'à quoi bon qu'ils construisent le tramway, à quoi bon qu'ils construisent l'hôpital si ce n'est pas nous qui avons construit. Et nous, ni compétences là, et si nous pas ni compétences là, par la formation préalable, nous payons ni compétences là. Donc, M. Charles, côté nous, il prend un certain nombre d'engagements et nous qui juger sur pièce aboutissement à ces engagements-là. Mais en tout état de cause, nous dit que si ce n'est pas nous qui avons construit ces ouvrages structurants-là, nous qui barrer ces chantiers-là. Prochaine étape, présentation de ces différents éléments évoqués lors de cette réunion qui s'est déroulée à huis clos. Une nouvelle méthode de travail adoptée par Harry Chalus dans le but de répondre au mieux aux besoins de la population. Et vous le savez, 10 organisations syndicales en Guadeloupe appellent à la mobilisation. Êtes-vous favorable à un mouvement de type LKP comme en 2009 ? C'est la question que vous a posée à TV Guadeloupe. On écoute vos réponses recueillies aujourd'hui par Moïse Exter et Patrick Curie. Mais non, on ne peut pas refaire 2 fois la même chose. Il faut que ça soit différent, il faut que ça soit plus engagé. 2009, c'était une simulation. 2009, ça n'a rien donné en fait. Les prix n'ont pas baissé, il y a toujours, c'est la même crise quoi. Donc on est en crise depuis 40 ans, donc favorable, sincèrement, aucune idée quoi. C'est quelque chose qui a nuit à la Guadeloupe, donc non. Enfin, de manière plus pacifique, mais pas comme ça en fait. Ça n'a pas été bénéfique pour la Guadeloupe. Un autre mouvement comme LKP, je ne pense pas, mais il faudrait quand même qu'on se bouge un petit peu. Pour bien améliorer, parce que la Guadeloupe n'a pas amélioré même. Oui, on mouvement comme 2009, mais plus organisé. Parce qu'il y a tellement de problèmes en Guadeloupe pour les jeunes, pour toute qualité des gens, surtout pour les retraités encore. Ah bon Dieu, il y a problème. Il y a problème en Guadeloupe, il y a de l'insécurité, il y a tout. Je pense que ça ne va pas apporter grand-chose à la Guadeloupe. Je ne suis pas d'accord parce que c'était quand même assez violent et assez privant pour certaines personnes. Il faut des actions et il faut qu'il y ait un résultat positif derrière. Donc ça mérite une réflexion approfondie. Si c'est un mouvement qui devait se reproduire, il faudrait que ça soit à une autre ampleur, pour de vrai. Parce qu'il y en a qui sont prêts, les Guadeloupéens, l'autonomie, tout ça, enfin, ce que LKP prêche, il y en a qui sont prêts. Si c'est nécessaire, il n'y a pas de souci, parce que maintenant c'est tellement difficile, alors
Si c'est pour commencer, eh bien, je suis partante, il n'y a pas de souci. Hein. Et c'est une avancée importante pour notre archipel. Action Logement, l'ex 1% patronal, s'est implanté en Guadeloupe. L'institution a créé officiellement son comité local il y a quelques jours au WTC de Jarry à Bemao. Composé de 10 personnes, il devrait faciliter l'accès au logement pour les salariés. Alix Huyghe-Beaufond, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes la présidente du comité local de la Guadeloupe. Tout d'abord, un bref rappel pour comprendre vraiment à quoi sert l'Action Logement, qui s'appelait auparavant 1% Logement. Elle a pour mission de collecter auprès des entreprises de plus de 20 salariés. Plus de 10. Plus de 10 salariés, une participation des employeurs à l'effort de construction, PEECC, destinée à aider les employés à se loger. Quel sera le rôle du comité qui vient d'être élu récemment au WTC à Jarry? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Action Logement, c'est aussi la rénovation urbaine. C'est un budget colossal de 850 millions destiné à la rénovation urbaine. Et nous profitons en Guadeloupe de cette rénovation, puisque toute la zone de Pointe-à-Pitre et des Abîmes, qui est en rénovation actuellement, bénéficie de ces fonds qui viennent des 1% patronal. Alors, notre rôle en Guadeloupe, ce sera quoi? Dans un premier temps, ce sera d'évaluer les besoins et aussi de conclure un partenariat avec l'ensemble des agglomérations, donc pour pouvoir effectivement définir les besoins en matière de logement, mais aussi en matière de réhabilitation des différents logements en Guadeloupe. C'est aussi permettre aux salariés d'être proches de leur emploi. C'est aussi créer, avec les différents partenaires, le moyen de bien appréhender l'ensemble des besoins des jeunes qui sont en contrat de professionnalisation et qui ont inévitablement un besoin en logement proche de leur lieu de stage ou de leur lieu de travail. En fait. Alors, quelles seront les aides qui pourront être mises en place pour les salariés une fois que le comité sera opérationnel et que les besoins seront clairement établis? Une fois que nous aurons défini les besoins, puisque c'est par rapport à cet audit, au départ, que nous allons définir les besoins et que nous pourrons savoir les différents outils que nous avons en place, que nous pouvons mettre en place. Nous n'avons pas de limite à ce sujet, puisque les 1% logement, comme je vous ai dit, c'est un budget qui est quand même relativement conséquent. Donc, ça peut être, par exemple, une assurance pour permettre, d'ailleurs ça existe déjà, nous l'avons mis en place récemment par un partenariat avec les assurances pour permettre de garantir les loyers pendant 3 ans en cas de difficulté de paiement de ces loyers, par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Mais en Guadeloupe, nous avons peut-être nos spécificités et justement, comme je vous dis, nous allons conclure un partenariat avec les différents présidents d'agglo pour permettre justement d'appréhender les véritables besoins et mettre en place les outils qu'il faudrait pour la politique logement. Alors, cette institution existe depuis plus de 60 ans sur le territoire national. Ça arrive un petit peu tard en Guadeloupe. Tout est à faire chez nous. Non. Elle existait en Guadeloupe. Sous quelle forme? 1% logement a toujours existé en Guadeloupe. Le problème, c'est que c'est le mode de fonctionnement qui a évolué. Aujourd'hui, il y a on a créé un établissement unique. Avant, il y avait plusieurs établissements répartis sur différentes régions de France. Aujourd'hui, il y a un établissement unique qui s'appelle le groupe Action Logement. Et ce groupe est déployé au niveau local. Donc, c'est la gouvernance qui a changé, qui a évolué. Mais si vous voulez, on a toujours eu des outils, des 1% mis à la disposition pour permettre l'accession à la propriété, par exemple, ou à l'accès au logement. Alix Huyghe-Beaufond, vous êtes candidate aux législatives. Est-ce que cette nouvelle mission en tant que présidente est compatible avec celle de députée, si vous êtes, bien entendu, élu? Évidemment, puisque le rôle de l'élu, c'est quoi? Le rôle d'un député, c'est de comprendre les besoins de sa circonscription, les besoins de sa région et les besoins de
la France en général, puisque nous sommes français, d'accord? Et là, justement, ça permet d'avoir l'outil à disposition et de bien appréhender tous les besoins et de mettre en œuvre des outils pour permettre un véritable fonctionnement de l'accès au logement en Guadeloupe. Donc effectivement, c'est un outil qui est important. C'est une mission qui est aussi importante et qui prend du temps. Et pas incompatible du tout avec le rôle de l'élu. Vous pourrez gérer les deux. Mais, évidemment, puisque de toute façon, vous savez, vous avez un pôle administratif qui gère hein, et Action Logement, c'est un groupe. Donc en fait, je suis là pour mener la politique de logement, mais non pas pour être opérationnel à 100% sur le dispositif. Alix Wick-Beaufort, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Dans le reste de l'actualité, la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, était en visite de terrain aujourd'hui à Baillif pour une réunion de travail avec la maire de la commune. Il était question de visiter les chantiers des unités de production d'eau potable de Saint-Louis de Montval. On regarde le reportage de Karen Diama et d'Isabelle Amou également. Petite visite de terrain ce matin pour l'exécutif départemental, venu se rendre compte de l'avancée des travaux de construction de la nouvelle usine de production d'eau potable de Saint-Louis. Il était inconcevable d'entendre chaque matin parler de tour d'eau. Ici, c'est exactement la même situation. Rappelez-vous, il y a quelques mois, où on parlait de la difficulté de la distribution de l'eau ici à Baillif, mais aussi sur la qualité de l'eau. Donc, à la demande de la CASBT, j'ai accepté d'être maître d'ouvrage, donc avec un financement, je dirais, assez complexe, un financement État, un financement conseil départemental, un financement office de l'eau. Avec cette aide du conseil départemental chiffrée à 2,8 millions, la commune de Baillif devrait pouvoir améliorer considérablement le quotidien des habitants. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment mettre l'accent dessus et il faut que la population le sache. Et je dirais qu'ici à Saint-Louis, sur le site, ça va déjà améliorer toute une bonne partie de la collectivité, hein, une bonne partie de Baillif. Mais surtout aussi, nous voulons mettre l'accent sur le fait que les riverains qui sont limitrophes de cette structure soient aussi alimentés en eau potable. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ça va vraiment améliorer déjà la réserve en eau potable, donc et l'amélioration aussi de comment distribuer cette ressource qui est vitale à tout le monde. Avec cette nouvelle visite de terrain, l'entité départementale affirme son engagement dans l'accompagnement des communes. La nouvelle usine, quant à elle, sera livrée fin 2017. Et retour sur la problématique des éleveurs confrontés aux problèmes de chiens errants. Ces derniers n'ont cessé d'entreprendre des actions spectaculaires pour attirer l'attention des élus locaux. Depuis, aucune solution n'a encore été trouvée. Pire, ils ont le sentiment de ne pas être pris en considération. On écoute le témoignage de l'un des leurs. Il est éleveur au moule. Il est interrogé par Patrick Curie face à la caméra de Moïse Dexter. Et pour ne pas réagir, pour ne pas faire rien, pas rien pour satisfaction, rien pas fait même. Une belle parole, ça me belle parole. Et nous-mêmes, Bouga, président, là, je suis sur la même, belle promesse. Nous avons des missions l'année blanche, nous n'avons pas payé espace agricole. En général, fait bonne l'année blanche. Nous n'avons pas payé espace agricole parce que tout en France pas payé ces bidons l'année blanche. Nous sécheresse, en même temps en 2016 là, on l'a bien tombé, on n'y a pas fait pas de rien. Et nous demandons au président de l'agriculture aussi pour ne pas payer et adhérent nos livres de bovins non, mais si je ne peux pas faire rien bon non, c'est pas pour nous faire rien bon non même. Et tous les semaines bita DMC a dit nous peut-être en mois de mai, le bon en date exacte et tous ces bita. Alors le conseil régional va bien, le conseil général va chaque les va en monde différent, par pour dossier rien et quand on fait c'est mon pas c'est mon chaque loi vient avec ou quand on parle pour dossier qu'on venir pas plutôt. Au début de mai, le président des maires, M. Pioche, belle promesse, on ne peut pas envoyer encore, belle promesse, c'est nous ne pouvons pas rien, si ce n'est pas rien bon, c'est qu'on aide, c'est pas chariot. Là, nous là, attendons parce que nous attendons, parce que nous faisons un mouvement, parce que c'est messieurs qui ont fait dans nous. Et puis de nombreux abonnés au réseau Orange n'avaient pas la possibilité de passer des appels hier dans l'après-midi. Un désagrément dû à une coupure de câble sous-marin situé dans la région de New York.
Depuis, les équipes techniques sont entrées en contact avec les équipes locales pour un retour à la normale. On écoute d'ailleurs les explications de Philippe Roclor, délégué régional Guadeloupe d'Orange Caraïbes, face à la caméra de Moïse Dexter. Nous avons constaté qu'à partir de 14h20, il y a eu une rupture des communications entre les DOM et la métropole, et aussi de la métropole vers les Antilles et la Guyane. Donc les téléphones mobiles n'étaient plus joignables et on ne pouvait plus appeler. Et il y avait également des problématiques sur le téléphone fixe. Par contre, l'Internet continuait à fonctionner, les SMS pouvaient continuer à être envoyés. Et donc tout cela, et les téléphones mobiles entre la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, eux continuaient à téléphoner et on pouvait nous continuer à s'appeler. Ce qui fait qu'en fait on s'est rendu compte de ce problème-là qu'assez tardivement. Le défaut sur le câble a été saisi et a été localisé au niveau de la région de New York. Et lorsque ça a été fait, donc les équipes new-yorkaises, les équipes de la société qui gère le câble en partie américaine ont commencé à faire le nécessaire. Le câble, lui, a été reconnecté et réparé en fin de journée, donc on arrive déjà au mardi soir, pour qu'ensuite nous puissions nous faire remonter les ordinateurs petit à petit, progressivement, à partir du mercredi matin. Globalement, les choses sont remontées progressivement jusqu'au mercredi fin d'après-midi, et à mercredi à 19h, eh bien, l'intégralité des communications fixes, mobiles, on recommence à fonctionner de la métropole vers la métropole, et évidemment sur les Antilles ça continue à fonctionner, donc il n'y a pas eu de souci. Nous faisons partie d'un consortium et les gens qui sont en responsabilité donc de réparer les câbles, on fait l'opération le plus rapidement possible. Mais on a préféré que les choses aillent très vite, le plus vite possible, de manière à ce que le trafic pour les DOM et la métropole soit établi. Mais il faut savoir que ça a également impacté mardi les relations et les communications entre les États-Unis et l'Asie. Et restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Coup de projecteur sur le festival Musicienne en Guadeloupe avec notre invité. Et puis nous verrons que les plaisanciers sont aussi appelés à protéger les fonds marins avec la collecte de déchets en mer. Après avoir assoupli leurs mouvements, les transporteurs martiniquais ont mis fin à leur grève hier soir à l'issue d'une réunion qui s'est tenue avec la préfecture. La cause du conflit n'est toujours pas réglée, mais la situation permet une reprise de l'activité. Les précisions de Loïc Régis. Fini les files d'attente interminables devant les stations-service. Les pompes sont en libre accès et les cuves sont pleines. Une bonne nouvelle pour les automobilistes qui n'attendaient que ça. J'ai pas pu faire de l'essence depuis ces 3 jours-là et donc enfin je peux. Là je suis sous réserve là. Donc enfin oui, ça soulage. On était inquiets pendant les semaines qui sont passées. Maintenant ça a été. C'est une chance pour nous. Je sais qu'il y a des gens qui sont restés au moins 5 heures de temps pour faire la queue pour de l'essence. Moi je me suis dit s'il n'y a pas d'essence, bon ça fait rien. Mais là ce matin, là je vois que c'est vite, c'est cool, donc je fais l'essence tranquillement. Un retour à la normale progressif. L'affluence était encore importante ce matin. C'était un peu tendu parce que les gens, il y avait un petit peu de queue et puis après ça s'atténue, puis c'est le retour à la normale, ça devient le train-train quotidien, quoi. Il a fallu l'intervention de la chambre de commerce et de la préfecture pour que les transporteurs lèvent leur barrage. Une décision prise sans pression, nous dit-on, mais plutôt dans la collégialité. Le président de l'intersyndicale l'annonçait hier dans notre journal. On a pu rencontrer la CCIM, et la préfecture et la DEAL, et aujourd'hui on a pu mettre en calendrier de travail qui sera effectivement effectué dès mercredi. On va commencer pour tous les 4 points jusqu'à maintenant qui sont réénumérés sur les demandes qu'on faisait. Ce sont les transporteurs membres de la CCIM qui ont sollicité la médiation de l'organisme consulaire, un rôle rapidement accepté pour sortir de l'impasse et favoriser la reprise de l'activité économique. Écoutez, il y a eu un éclairage juridique qui a été porté par les services de l'État, mais surtout il y a eu aussi des engagements qui ont été pris sur des travaux à mener pour approfondir la réalité des problèmes vécus par cette profession, cette filière professionnelle, notamment sur les coûts réellement supportés par eux, sur les conditions dans lesquelles ils accèdent au marché, sur également l'équilibre économique global et l'avenir de cette profession. Aucun acteur n'est exclu des solutions, au contraire, on est appelé à poursuivre ce travail et à retrouver toute l'intelligence collective de toutes les parties prenantes dans les dossiers qui impliquent chacun. L'activité reprend en Martinique après 3 jours moribonds. Un calendrier de travail a été mis en place entre la CCIM et la préfecture. Reste à savoir si la CTM reviendra enfin à la table des négociations.
Elle est souvent rangée comme la littérature au rang d'art réservé à une élite. La musique classique prend place aussi chez nous. Jusqu'au 8 avril, le festival Musicienne en Guadeloupe vous proposera à la fois les œuvres des grands maîtres et celles des compositeurs plus contemporains, comme notre invité ce soir, Atahualpa Ferli. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes guitariste, diplômé du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Vous enseignez au Conservatoire Maurice Ravel de Paris. Tout d'abord, Atahualpa Ferli, que ressentez-vous là à l'idée de savoir que vous serez en prestation devant le public guadeloupéen, ici, chez vous, en Guadeloupe, parce que vous êtes également guadeloupéen? Eh bien écoutez, je prends beaucoup de plaisir évidemment à revenir sur mon île. C'est la deuxième fois que je suis invité lors de ce festival. J'avais déjà été invité l'année dernière et donc voilà, c'est avec grand plaisir que je viens retrouver une émotion particulière quand même peut-être. Évidemment, beaucoup d'émotions à revenir ici toujours. À me retrouver, me ressourcer en même temps. Et voilà, et donc le festival est placé sous l'égide de la créolité, en tout cas du métissage de culture. Et donc voilà, c'est important de faire ça ici. Voilà. Atahualpa, vous ne serez pas seul pour ce festival. Il y aura un tas d'autres musiciens, dont la chanteuse Dior, Éric Delblon, Lydia Jardon, la fondatrice et créatrice de ce festival, pour ne citer que deux lieux. Demain, à l'Université des Antilles, les étudiants pourront avoir ce plaisir de vous écouter. Et pour un lit en âge, donc la musique classique mêlée aux harmonies caribéennes. Et puis samedi, avec un grand concert prévu à la scène de l'Archipel à Basse-Terre. Comment se porte l'équipe? Racontez-nous un petit peu comment ça se passe derrière pour la préparation de ce festival. Eh bien, ça se passe très bien, d'autant qu'on arrive, en tout cas en majorité de la Martinique, où on a déjà donné une première partie. Le festival est également maintenant sur la Martinique depuis 2015, depuis 2012 en Guadeloupe. Voilà, donc on a eu l'occasion déjà de se produire là-bas. Moi, pour ma part, je me produis uniquement demain, vendredi. Donc à Fouilleul, c'est effectivement pour les étudiants, mais je présume que c'est ouvert, enfin c'est sûr, c'est ouvert même à toute la population. Ce n'est pas exclusivement réservé aux étudiants, donc venez nombreux. Il y a également Stella Gonis, qui est percussionniste, qui fait du tambour bélé. Donc on aura une version un peu inédite d'un grand morceau intitulé Concerto d'Androès pour guitare et tambour bélé. Et elle fera aussi des duos avec Soad Magin au gros cas. Donc c'est une sorte de mélange de culture des deux îles, de la Caraïbe en général, et puis de la musique classique. Voilà. Une façon en tout cas d'attirer le public guadeloupéen avec ses harmonies caribéennes. Atahualpa, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que demain c'est l'Université des Antilles et puis ce grand concert qui aura lieu à la scène de l'Archipel à Basse-Terre samedi. Maintenant c'est la fin, on arrête, on continue ce journal pour préserver la symphonie marine. La commune du Marin, en Martinique, expérimente depuis un mois un dispositif nommé Dauphin. Il a pour objectif d'accompagner les professionnels de la mer pour un comportement éco-responsable. On regarde le reportage de Louis Sabas. Un dauphin dans la marina du Marin. Non, pas l'animal, mais ce drôle d'engin. 9 bennes à ordures sur un plateau métallique flottant. Une idée originale et simple d'utilisation. Les usagers de la mer semblent apprécier cette unité de recyclage. C'est pas compliqué, c'est comme si tu jettes un sac dans la poubelle normalement, alors qu'un kayak, c'est pas très difficile. C'est bon parce qu'il y a aussi pour la plastique, pour le vidre. Il faudrait mettre des bacs un peu plus grands, quoi, parce que c'est très vite plein. Vous avez un catamaran qui arrive avec 10 personnes à bord, ils vous le remplissent immédiatement. Il ne s'agit que d'un prototype, un système de collecte qui évite aux plaisanciers de descendre à terre pour se débarrasser de leurs détritus ou parfois de les jeter en mer. Une solution destinée à préserver le milieu marin, un concept imaginé par cet agent d'une société de bateaux de dépollution. C'est un complément ou plutôt une initiation par rapport aux bateaux de dépollution. On a l'idée de ramasser les ordures en mer, notre vocation c'est de ramasser les ordures, donc on a pensé à mettre des poubelles sur l'eau, exactement comme vous pouvez avoir des poubelles au bord des squares par exemple, pour être plus proche des plaisanciers. Placer des poubelles sur une plateforme flottante, l'idée est si originale qu'elle intéresse de nombreuses personnes, représentants de municipalités, du privé et même de l'État. Il faut savoir que Sainte-Anne, en période touristique de haute affluence, on se retrouve avec plus de 250 bateaux dans la baie de Sainte-Anne. On va en discuter encore au niveau du conseil municipal, des élus, savoir dans quelle mesure ce produit peut être
intéressant pour nous. Nous, on essaye un petit peu de travailler en collaboration avec ces chefs de projet de façon à venir en appui de ce projet en termes de main-d'œuvre. Pourquoi tout le monde le devine? C'est que notre mission principale à nous, c'est d'insérer les jeunes Martiniquais en difficulté. Donc évidemment, on associe l'utile à l'agréable, si je puis dire. Mise en fonction depuis un mois seulement, les 9 bacs de 240 litres sont vidés tous les 2 jours. 5 unités de ce genre seraient suffisantes pour toute la marina du Marin. Il suffit d'un homme pour mener à bien l'opération. Tracter les ordures qui seront récupérées sur un ponton ou à terre. Un système simple qui coûterait près de 30 000 € à ses acquéreurs. On est quand même dans un ordre de 31 000 € avec tous les frais de montage et de transport et qui sera proposé aux collectivités. Maintenant, le service peut être assuré par Cycling ou directement par la collectivité qui dispose ou pas de services de brigade nautique. En Martinique, 12 000 bateaux et encore plus de plaisanciers et amoureux de la mer pourraient bénéficier de cette version du Dauphin qui à terme sera entièrement faite de plastique recyclé. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking du Géant Casino à Bas-du-Fort à Gosier de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais restez sur ATV Guadeloupe. Dans un instant, Eddy Planté pour Questions directes.